Jean Laforrie. L'homme est alerte, son regard pétillant et malicieux interpelle immédiatement. Souriant, sa voix grave, rocailleuse, porte dans toute la salle, rendant micro et ampli inutiles. Ce monsieur semble sublimer la vieillesse. Il va sur ses 99 ans. C'est un résistant. Il vient de témoigner devant les membres du Lions Club de Provins, Nangy et Bray-sur-Seine d'une période de l'histoire révélatrice de la condition humaine. Jean Laforrie, déclaré terroriste par l'Allemagne et le gouvernement de Vichy, nous conte sa vie, bouleversée par la déclaration de guerre alors qu'il fêtait ses 16 ans. Ce film a été réalisé par le Lions Club et est en 2 actes. Le premier acte, alors qu'il commence par la distribution de tracts à l'issue de ses 10 heures de travail à la quincaillerie qu'il emploie depuis déjà plusieurs années, les lettres anonymes de dénonciation l'obligent alors à prendre le maquis et il rejoint l'OS en décembre 1940, puis les FTP-F, Francs Tireurs et Partisans Français, en 1942, dans le maquis Guy Môquet, situé en Corrèze. Le deuxième acte, c'est son arrestation pour fait de résistance le 14 juillet 1943, emprisonné à la prison de Tulle, puis de Limoges, muté à la centrale d'Ess en octobre 1943. Le 30 mai 1944, livré au SS par le gouvernement présidé par Philippe Pétain, il partira vers le camp de Compiègne, le 18 juin vers le camp de concentration de Dachau, puis, dispersé dans divers camps, il sera libéré le 29 avril 1945. Bon, alors je vous ai laissé tout à l'heure, après notre tentative d'évasion. Alors il y a eu une suite, bien sûr, la cour martiale et puis les 12 camarades fusillés. Et il restait quand même encore 1197 personnes encore dans la centrale, où on n'avait pas le droit de bouger. D'ailleurs, on nous avait remis les tenues de bagnard, on nous avait enlevé les ceintures, on nous avait enlevé les bretelles, on nous avait pris les photos qu'on avait de la famille, les mouchoirs, enfin, on était pratiquement, on nous avait tout enlevé. Et on est resté comme ça pendant 3 mois. Et on commençait à préparer une nouvelle tentative d'évasion qui aurait dû se dérouler dans le mois de juin. Mais voilà, le 30 mai, le gouvernement de Vichy avait décidé de nous livrer aux Allemands. Et le 30 mai, en se levant le matin, moi j'entends du bruit parce que j'avais mon chalet qui était juste à côté d'une fenêtre. Et je regarde qu'est-ce que c'est qui faisait le bruit sur le pavé. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien des Allemands, et des GMR, et des gardes mobiles. Et c'était presque noir de monde. Et je veux me retourner vers mes camarades pour leur dire, je ne sais pas ce qui nous arrive, mais rien de bon. Et je n'ai pas eu le temps de dire 2 mots. La porte du dortoir était enfoncée et on avait les SS qui étaient dans la chambre. Et à coups de crosse, ils nous ont sortis du lit. Il fallait s'habiller comme on pouvait. C'est-à-dire qu'on est tous partis en tenant nos brailles, quoi, c'est le cas de le dire. Il y en a énormément parce qu'il y avait quelques marches pour descendre dans la cour qui ont roulé les escaliers parce que le pantalon est glissé et puis ils se sont entravés dedans. Et en arrivant en bas, il fallait se mettre les mains sur la tête. Alors voilà la position qu'on avait, comme ça, pas bouger. Et puis en rang serré, on nous a amenés jusqu'à la place d'appel, où là on a retrouvé l'ensemble de nos camarades qui étaient là depuis, les premiers étaient là depuis 4h30 du matin. Et toujours les mains sur la tête, et voilà, et on est arrivé là. Alors on s'est mis en rang devant, à côté des autres. Et il y avait le gardien, le fameux gardien-chef, Martin, qui désignait aux Allemands ceux qui avaient eu des postes importants pour nous, quoi. Le délégué ou autre qui les désignait, c'était celui-là.
Et celui-là, ben, il était rossé à coups de crosse. Il y en avait déjà une dizaine qui étaient allongés sur le gazon, assommés. À un moment donné, la femme du directeur, l'allemande, a été prise d'une crise d'hystérie. Elle a arraché un pilote, il y avait des rosiers avec un entourage en fer, elle a arraché un des piquets qui tenait le grillage quoi, pour maintenir les fleurs dans leur place. Et avec ça, elle a tapé sur nos camarades, il y en avait qui avaient les traces sur la tête, enfin ils étaient tous ensemble. Et tout ça, ça a duré à peu près 2 heures. À 2 heures de l'après-midi, 2h30, à un moment donné, on nous a amené, il y a des camions qui sont arrivés, des camions militaires, et on nous a distribué des petits colis de la Croix-Rouge qui faisaient à peu près 500 grammes, mais qu'il fallait tenir sur la tête. Mais 500 grammes, on aurait dû faire des tonnes au bout d'un moment. On avait... Et chaque fois qu'il y en avait un qui pliait un peu des genoux, qui faisait un geste pour remonter le pantalon, eh bien, il y avait droit à des coups de crosse, et puis voilà comment ça s'est passé. Et tout ce ménage, ça a duré à peu près 4 heures. Après, il y a les camions qui sont arrivés. Alors, il fallait monter toujours plus, c'est-à-dire qu'on était carrément les uns sur les autres dans le camion. Et malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu mettre tout le monde. Il est resté 200 personnes à terre qui n'avaient pas pu monter dans les wagons. Et bien, ces 200 personnes, toujours les mains sur la tête en tenant leur colis, il fallait qu'elles courent derrière le camion. Et il y avait 9 km entre la centrale et la gare de Peine, une petite gare de campagne, où le convoi nous attendait. Sur la route, il y a un camarade espagnol, parce qu'il y avait pas mal de camarades espagnols qui avaient fui le régime de Franco, bien sûr, et qui est tombé. Nos camarades ont voulu le relever pour l'aider à marcher. Les SS sont obligés à le lâcher, c'est-à-dire il est tombé. Il a été trépigné par les camarades qui étaient derrière, qui n'avaient pas vu, qui n'ont pas eu le temps de... Et puis, quand le dernier est passé, on lui a tiré une balle dans la tête. Il y en a un deuxième qui a eu le même réflexe, mais les camarades ont vu qu'il allait tomber et l'ont saisi tout de suite. Ils ont balancé le paquet qu'ils avaient sur la tête pour pouvoir le maintenir. Et on a réussi, ils ont réussi à l'amener jusqu'à la gare de Peine. Arrivé à un moment donné, il passait devant un bois où il y avait un mois avant, il y avait eu quelques fusillades là, de résistants. Ils ont fait rentrer les gars dans ce bois. Ils ont mis des mitraillettes en batterie autour. Ils ont cru qu'ils allaient mourir tous. Bien sûr qu'ils allaient se fusiller. Et c'est bizarre, mais tous mes camarades m'ont dit c'est drôle, mais personne n'a eu peur. On s'y attendait tellement qu'on s'attendait à tout. Et puis, bon, c'était un amusement pour le SS qui, au bout d'un moment, leur a dit bon, allez, vous reprenez la route et puis vous courez jusqu'à la gare de Peine. Et à la gare de Peine, il y avait un convoi. Il y avait tous les gendarmes à côté du département qui étaient en train de surveiller tous les abords de la gare. Il y a une femme soldat qui nous a fait un petit discours en disant tous ceux qui ont un couteau, on avait été fouillés au départ de veille, c'est pas rêvé. Tous ceux qui ont un couteau, une pointe, quelque chose de tranchant, il faut qu'ils le déposent sur cette couverture. Parce que s'ils sont fouillés et qu'on trouve quelque chose, il sera fusillé tout de suite, immédiatement. Bon. Et puis après, comme personne n'a posé rien, puisqu'on avait été fouillé au départ. Donc après, c'était monté dans les wagons. Alors toujours plus, il fallait qu'il y ait 100 par wagon, donc à coup de crosse jusqu'au temps où les 100 rentraient. Dans les wagons à bestiaux, ils avaient mis des fûts d'huile là qu'ils avaient coupés en deux. C'était les latrines du wagon, quoi. Et puis le mort
À un moment donné, ils l'ont lancé dans un wagon parce qu'il était mort, mais il fallait qu'il fasse le compte à l'arrivée. Et voilà, on est parti. À un moment donné, ils ont fermé les portes. Et j'ai toujours dans la tête le bruit du verrou. Quand tu abaisses comme ça fait un bruit sourd. Et quelques temps après, j'étais à Provins. Et on passait le film La Rafle. Et j'avais invité toutes les écoles de province, c'est-à-dire que j'avais loué un car, école par école, pour qu'ils voient tous le film. Et chaque fois que dans ce wagon, c'est pareil, on entend ce verrou qui sonne, je faisais un sursaut chaque fois, et j'ai pleuré en regardant ce film, pourtant j'avais vécu, je savais ce que c'était. Et voilà. Mais là, c'est pas le tout. Vous savez, de Peine, qui est à côté d'Agen, en définitive, à Compiègne, le voyage se fait en quelques heures, 6 heures, même avec un train de marchandises. On restera 72 heures dans les wagons, fermés, à 100 par wagon. Même les petites portes qu'il y a pour ventiler étaient attachées de l'extérieur avec du grillage, on n'a pas pu les ouvrir. Et on est resté comme ça 72 heures. On a eu un arrêt dans les 72 heures, je mentirais. On a eu un arrêt. Non, attendez, il y a un événement qui est passé. Au départ, quand on a voulu partir, la résistance a essayé, de Lot-et-Garonne, a essayé d'attaquer les SS du convoi pour empêcher le train de partir. Malheureusement, des petites mitraillettes contre les mitrailleuses qu'ils avaient sur le wagon qui accompagnait la chaîne, ça ne pouvait pas faire le poids, ils ont été obligés d'abandonner. Un peu plus loin, quand ils ont loupé là, ils ont essayé de couper la voie. Alors ils avaient mis une charge sur la voie pour empêcher le train de partir, mais la charge n'était pas suffisamment forte, c'est-à-dire qu'elle a entamé le rail, mais elle n'a pas empêché le train de partir. Et c'était le dernier wagon où je me trouvais. Et j'avais un camarade du même maquis que moi, qui était dans l'angle du wagon. Et il a vu quelque chose qui lui est passé à côté de lui, c'était le bout de rail qui a défoncé le wagon, le plat du wagon, et il y avait un trou qui n'était même pas comme un autopiste, la moitié de ça. Donc le train a continué, et puis en pleine campagne, il s'est arrêté, et SS est venu vérifier si le trou n'était pas suffisamment grand pour permettre une évasion. Évidemment, on criait parce qu'on était déjà complètement on était en train d'étouffer, on n'avait pas rien pour boire. À 100 par wagon, des wagons qui étaient restés toute la journée, toute la matinée, en plein soleil. Quand on a fermé les portes, ce n'était pas des wagons, c'était des cuves. Donc on était tous desséchés. Il y a des camarades qui ont crié à boire, s'il vous plaît, à boire, à boire, à boire. Mais évidemment, la réponse n'est pas venue. Par contre, le SS qui est venu récupérer a passé son canon de son arme dans le trou et il a tiré 2 coups. J'ai un copain qui était par terre, qui avait la main comme ça, il a eu la moitié de la main arrachée. C'est un jeune Lorrain, André Baudouin, il s'appelait. Et puis un autre qui a reçu une balle dans la fesse, mais c'était pas, ça avait simplement éraflé, c'était pas très grave. Bon, et le train a continué. Arrivé à Bordeaux, c'est-à-dire 36 heures après, on a ouvert les portes. Et sur le quai, il y avait des dames de la Croix-Rouge. Et on a appelé une dame de la Croix-Rouge pour lui dire qu'on avait un blessé grave. Elle est allée voir le chef du convoi en lui disant, voilà, on signale. Alors le chef du convoi lui dit, on vous donne 5 minutes pour aller voir. Elle est rentrée dans le wagon, le gars déjà était en train de, la main était en train de pourrir. Et elle voit ça, elle dit, je ne peux rien faire malheureusement, elle ressort et dit au chef du convoi, écoutez, ce monsieur est trop blessé, je ne peux pas le soigner, il faut l'amener à l'hôpital. Il dit, c'est pas possible, vous remontez dans le wagon, vous essayez de lui faire un passement, quelque chose, mais faites vite. Et finalement, elle est rentrée dans le wagon, elle a eu le temps de rien faire du tout, d'abord elle ne pouvait rien faire,
que les wagons, les portes étaient en train de se fermer. Il a été obligé de sauter parce qu'elle partait avec nous. Et voilà. Et on a repassé après 36 heures sans ouverture du wagon. Il y avait des camarades qui étaient malades, évidemment, surtout les personnes âgées. Mais on avait énormément de discipline entre nous et beaucoup de solidarité. On était serrés, mais on s'est serrés davantage pour que tous ceux qui présentaient un malaise ou autre puissent s'allonger. S'allonger, ça tient beaucoup de place. Hein. Et on les mettait la tête contre la porte coulissante, parce que c'était le seul endroit où il y avait un peu d'air frais qui passait. Et puis il y avait beaucoup de condensation sur les wagons, sur les parois. On avait tous coupé des morceaux de chemise, on a arraché des morceaux de chemise qu'on appliquait comme ça pour prendre de l'humidité, pour mettre sur les lèvres, parce qu'on avait les lèvres qui commençaient à éclater à force de les lécher pour essayer d'avoir un peu d'humidité. Et puis, on mettra 3 jours pour arriver à Compiègne, pour un convoi qui aurait pu être fait en 8 heures. Et quand on est arrivé à Compiègne, notre camarade était mort. Évidemment, il avait la gangrène. C'était une odeur, imaginez-vous, l'odeur de la tinate, où il y a 100 types qui, pour les besoins, il n'y a pas, plus le gars qui, sa main était pourrie, il avait de la boîte toute bleue, une odeur incroyable. Incroyable, on avait du mal à respirer. Et quand on arrive à Compiègne, on était toujours dans le noir, comme tout était fermé. Enfin, pas dans le noir, mais dans la pénombre. Et quand on est arrivé à Compiègne, il était 7h30 le matin, qu'on a ouvert les portes, on a été tous éblouis par le soleil, parce qu'on avait les yeux qui avaient toujours été dans le noir, parce qu'il n'y avait plus la lumière. Et puis c'est là qu'on a appris que notre camarade était mort. Alors on est parti de la gare de Compiègne au camp de Compiègne, Royalieu, le camp de Royalieu, à pied, avec une voiture avec une mitrailleuse derrière, une voiture mitrailleuse devant, avec une mitrailleuse aussi. Et voilà, et on est parti comme ça, en se tenant, les plus costauds aidaient les autres à marcher, parce que il y en avait beaucoup qui avaient beaucoup de mal à marcher. Et puis on est arrivé au camp, on aurait dit, les gens qui nous ont vu arriver, parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde à Royalieu, mais il y avait 3 camps, 3 catégories de camps, et nous on était le camp numéro C, c'était le plus terrible, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'avoir des contacts, alors que le camp A, c'était presque des internés administratifs qui avaient le droit de recevoir des colis. Et c'est par eux qu'on a appris que le débarquement avait commencé d'ailleurs. Et les gens, quand on a traversé Compiègne, ils devaient se demander que c'était parce que les wagons où on était montés avaient dû transporter du charbon de bois avant. Alors on ne le voit pas dans la pénombre, mais on brossait les parois pour avoir de l'humidité. On se passe ça sur la figure, c'est-à-dire qu'on était noir comme un machin, on avait les habillés en loque, parce que je vous dis, on avait tous arraché une chemise pour essayer de récupérer un peu d'humidité. Et voilà comment on est arrivé à Compiègne. À Compiègne, on nous a mis dans une baraque. On a été fouillé, évidemment, on a été fouillé de toute façon, je ne sais pas combien de fois, mais des milliers de fois. Et voilà, on nous a foutu un peu la paix quand même. Des camarades des autres camps qui avaient plus de chance que nous, quand ils ont appris qu'on était, parce que l'histoire de la Centraise avait fait beaucoup de bruit, surtout pour la résistance. Les tracts de la résistance, et puis les journaux clandestins avaient parlé de ça. Donc quand ils ont appris, quand on est arrivé, ils se sont demandé d'où on venait, d'où on sortait. Et puis quand ils ont appris qu'on venait d'Aix, là ça a été une... Ils se sont tous cotisés pour essayer de nous donner des bouts de pain, des bouts de sucre, en fait, qu'ils pouvaient donner. Mais je vais vous dire une chose pour vous prouver la solidarité qu'il y avait entre nous. À Bordeaux, il y a un cheminot qui arrive à nous passer une bouteille. On crevait de soif et on appelait tous pour avoir à boire.
Il y a un cheminot qui nous amène une boîte de conserve d'un litre qu'il avait ramassé. On n'était pas difficile à ce moment-là. Et qui est rempli d'eau et qui nous amène. Eh bien, vous ne le croirez pas. Et chacun de nous aurait vidé la boîte d'un seul trait. Eh bien, la boîte fait le tour du wagon et il restait de l'eau dans la boîte. On avait tellement peur de priver le voisin de cette eau si nécessaire qu'on a trempé les lèvres, mais on ne buvait pas pour essayer de ne pas priver nos copains. Voilà, ça c'était un geste de solidarité. Et ça se passait un peu près dans tous les wagons. Et puis à Compiègne, alors, disons qu'on nous a foutu la paix tranquillement. Il n'y a que les 2 derniers jours, c'est-à-dire le 16 juin, un jour, les Allemands sont arrivés avec des serpes, des outils tranchants qu'ils nous ont mis. Il fallait qu'on coupe l'herbe qu'il y avait autour des baraques. Alors on a coupé l'herbe toute la journée, le soir ils nous ont repris ces engins évidemment qui pouvaient blesser. Et le lendemain on nous a renvoyé couper les herbes, mais on a refusé de nous donner les serpes ou autres tranchants. Donc à la main on a fait. Et c'est ce jour-là qu'on a appris que le lendemain on partait vers où on n'en savait rien. Mais on partait. Donc, quand on a su ça, on s'est arrangé, il y avait des docteurs avec nous, il y avait des infirmiers, c'était un jour. Et puis un jour, un gars est venu et puis a demandé le métier de chacun. Et moi, je travaillais dans la maçonnerie à l'époque, mais je ne savais pas encore quoi j'allais me donner. Parce qu'en principe, on disait, puisqu'on était là pour saboter un peu le travail, puisqu'on continuait quand même à être des résistants. Donc on aurait plutôt choisi le métier qui était contre nous, quoi, pour dire on ne sait pas le faire, bon, on ne sait pas. Mais non, j'avais mes 2 camarades qui couchaient avec moi, le trio là, qui se sont inscrits comme maçons, et donc je me suis inscrit comme maçon, parce que je me sentais en sécurité au milieu de 2 hommes qui étaient costauds, et puis c'était des hommes, moi j'avais que 20 ans et demi à peine. Et donc je me sentais en sécurité au milieu d'eux, et je suis resté avec eux. Et puis ça faisait 8 jours, donc on avait eu les costumes rayés, on nous avait donné nos écussons, c'est-à-dire qu'on avait un écusson sur la veste, où il y avait notre numéro matricule sur un liseré blanc, le triangle rouge, et au milieu du triangle, une lettre qui a essayé sur notre nationalité, c'est-à-dire F français, l'espagnol c'était un E, l'italien un I, voilà. Et on savait quand on avait quelqu'un en face de nous, s'il était français, italien, si on pouvait parler ou pas. Et puis, quand on a eu tout ça, on nous a amenés à un commando qui était à 8 km du camp de Dachau, du camp de Maître. On nous a levés dans un petit village qui maintenant, c'est un beau petit village qui s'appelle Alag, mais à l'époque, il n'y avait que 2 camps qui étaient là. On nous avait amenés là, pourquoi? Parce qu'il y avait les usines BMW, qui faisait travailler beaucoup de monde, c'est-à-dire à peu près 6000 personnes travaillaient pour cette usine. Donc c'est pour ça qu'ils avaient mis un cas à côté, pour que les gens n'aient pas à faire à 9 ou 8 km tous les jours, le matin et le soir. Mais le règlement est exactement le même que celui de Dachau, avec une spécialité quand même. Quand ils nous rasaient la tête, au début, à Dachau, ils nous avaient rasé complètement. Quand on arrivait à Laïc, ils nous laissaient une strasse, on appelait ça une strasse, de 4 cm au milieu de la tête. On laissait pousser les cheveux qu'il y avait sur cette bordure de strasse et on passait le reste à la tondeuse de 0. C'est-à-dire un petit bout de cheveux, quoi. Et puis, cette strasse servait à l'alignement des rangs. Il fallait que toutes ces drèches
soit allié quand il y avait des appels. Et si je ne faisais pas le lier, bon, ben, il y en avait toujours quelqu'un pour nous filer un coup de crosse pour nous mettre en ligne. Et voilà, alors au camp de Dachau, le réveil était à 5h30. À 5h30, il fallait être au pied du lit parce que le chef de baraque se promenait dans la baraque avec un gourdin et celui qui était encore sur le lit, eh ben, il le faisait lever, il le réveillait à coup de gourdin. Mais il n'avait pas à le faire parce que tout le monde est là. Alors après ça, on nous servait une espèce d'eau de vaisselle là, qu'ils appelaient café. C'est pas ce qu'il y avait dedans. Et on nous donnait une petite tranche de pain. Vous voyez l'épaisseur d'une biscotte. Bon, c'était un peu plus grave, vous savez que le pain allemand, c'est des pains moulés, des pains rectangulaires. Au début, le pain était coupé en 12 parts, dont la tranche était un petit peu épaisse. Puis c'est passé à 14, puis c'est passé à 16, puis c'est passé à 18. C'est-à-dire qu'à la fin, le bout de pain faisait à peu près 5 mm. Eh bien, quand on recevait notre bout de pain, on découpait sur notre morceau de pain un angle qui faisait à peu près la grandeur d'un morceau de sucre. Vous savez, on avait l'affaire au ventre tout le temps, de toute façon, ça ne nous a jamais quitté la pain. Eh bien, ce petit morceau de pain, pour chacun, c'était pas grand-chose. Mais quand il y avait 1000 morceaux de pain comme ça, ben ça permettait de sauver quelqu'un qui était en perte qui avait perdu la confiance ou autre, qui se laissait mourir. On allait le trouver, on lui donnait un paquet de pain, et bien tout de suite il y avait des petites étincelles dans ses yeux, un mot pour le réconforter, et ça repartait. Et on a sauvé comme ça énormément de gars qui seraient morts s'ils n'avaient pas eu ça. Quand on recevait la soupe le soir on recevait la soupe. On prenait deux cuillerées de soupe qu'on mettait pour la solidarité. C'était interdit. Il fallait se cacher pour le faire quand même, tout ça. Moi j'étais récupéré dans ma baraque. C'est moi qui récupérais le bout de pain parce que j'étais le plus jeune, je pourrais encore. Donc c'est moi qui récupérais les morceaux de pain. Et puis on allait donner à une centrale qu'on avait formée, qui réunissait tout ça et qui recevait les doléances des autres camps en disant qu'on a un copain qui n'a pas le moral et tout, il faudrait faire quelque chose. Et c'était lui qui distribuait un petit peu. Voilà comment on a survécu. Et cette solidarité a tellement bien marché que dans tous les cas, la mortalité est de 53%. 53% de morts. Eh bien, nous, on s'en est arrêté à 35%. Ce qui veut dire que ce geste de solidarité a sauvé beaucoup de gens quand même. Alors évidemment, il fallait faire très attention, pas se faire prendre parce que sans ça, ils nous confisquaient ce qu'on avait ramassé. Et en plus, on était punis. Alors, sur le travail, c'était 12 heures de travail. On partait, l'appel avait lieu tous les matins à 6 heures. À 6h30, il fallait rejoindre nos commandos et partir à pied dans les commandos de travail. Le soir, on rentrait à 6h le soir, 6h, 6h30. Et moi, un jour, comme on a travaillé, je vous dis, on faisait avec... on était en un tout petit commando. On était 12 dans le commando, 6 qui travaillaient à la maçonnerie, et 6 qui faisaient des pluches à longueur de journée, parce qu'à côté de nous, il y avait une cantine pour les travailleurs libres, et nous, on montait des chambres, on faisait des chambres pour les travailleurs libres, parce qu'ils voyaient que la guerre allait durer longtemps, certainement, ils se voyaient déjà vainqueurs, donc on montait ces baraques-là, ces chambres, en briques pour... à côté de la cantine. Alors on avait faim continuellement, et on avait les odeurs qui sortaient de la cantine. C'était pas fait pour nous arranger comme ça. Et évidemment, on n'avait pas le droit de rien du tout.
On n'avait même pas le droit, il y avait ceux qui faisaient les pluches, c'était des sacs de pommes de terre qu'on leur amenait à peler, ou des sacs de carottes, tout ça. Ils mangeaient les pluches. Et bien le SS l'a vu, il leur a tapé dessus parce qu'ils mangeaient les pluches. Pourtant, c'était ajouté. Donc voilà comment ça se passait. Et puis un jour, moi je me suis piqué avec une pointe, brouillée sans doute, c'est-à-dire que 2 jours après, j'avais le main qui avait doublé, et notre commando arrivait toujours trop tard pour arriver à l'infirmerie, parce qu'on avait une chance. Dans l'infirmerie qu'il y avait, on appelait ça le Revier en allemand, dans l'infirmerie, tous les docteurs étaient des Français. Et je peux dire qu'ils ont fait des miracles pour essayer de sauver le maximum de gens, mais avec ceux qu'ils avaient, malheureusement. Moi, il y avait un camarade, quand j'ai réussi à voir, parce que j'ai réussi à rentrer à l'infirmerie, que 4 jours plus tard. C'est-à-dire que j'avais même le bras qui avait gonflé, le fragment avait traversé la main, et puis mon bras était encerclé par la veste, comme si elle avait été dans un étau. Et ce jour-là, d'ailleurs, j'avais refusé de manger, je voulais mourir, tellement que j'avais mal. Et j'avais un camarade que j'ai jamais quitté, qui s'appelait Pierre Doise, qui m'a dit: Jean, si tu te laisses aller, je vais te botter le cul, ça te fera plus mal que le mal que tu as à ton bras. Eh bien, ça m'a fait réagir. Ça m'a fait réagir. De là, ben, la solidarité est arrivée, c'est-à-dire qu'on m'a amené un petit paquet de pain, et puis tout de suite, c'est vrai que ça vous change un petit peu. Et puis j'ai réussi le soir, parce qu'on s'arrange avec le capot. On avait un capot qui était gentil comme tout, qui nous a toujours respectés. Ce qui était le seul certainement dans le camp. C'était un jeune, c'était pourtant, les capots c'était des triangles verts, c'était tous des condamnés de droit commun. Le chef de camp c'était un assassin qui avait été interdit de séjour à Berlin, puis dans toutes les grandes villes d'Allemagne. Enfin voilà ce qu'il prenait comme... Et donc j'arrive, et il y avait un camarade qui m'avait dit: si jamais tu rentres à l'hôpital, essaye de te faire soigner par un monsieur qui s'appelle Boris Servan, tu verras, il s'occupera de toi. Alors j'arrive à l'hôpital, coup de peau, j'arrive à rentrer dans l'infirmerie, et puis je demande, voilà, est-ce qu'il y a Boris ici, il y a le vice-président, il dit: oui, c'est moi. Bon, ben, je viens de la part d'un tel, d'un autre copain. Puis je lui fais voir ma main, ben, il me dit: bon, ben attends, on va faire quelque chose tout de suite. Et la première chose, c'est qu'il me coupe la manche pour que le bras il ait un peu plus de liberté. Et puis il me confie à un infirmier russe. J'étais un peu en colère parce qu'il lui a dit: mince, on me dit de voir ce cas-là, que c'est lui qui va s'occuper de moi, puis il s'en va, c'est pas gentil. Mais si, c'était gentil. Alors le russe qui me prend, mon camarade là, Boris Serban, il lui fait voir ce qu'il fallait faire quand même, qu'il fallait arriver à me nettoyer complètement, à me remettre la main à vif, la plaie à vif, quoi, c'est-à-dire juste dans la traversée de la main. Et quand, avant de faire ça, il me donne un bout de bois, un morceau de manche de pioche, et puis il me dit: mets ça entre les dents. Je le regarde, je dis: mais vous êtes fou, je ne mange pas le bois, moi. Il me dit: mets ça dans les bois. Non, je n'ai pas voulu. Alors lui, d'autorité, m'a mis. Et j'ai compris après. Parce que quand il s'est mis à charcuter dans le machin, j'aurais hurlé, on m'aurait entendu dans tout le camp. Hein. Mais avec le bout de bois, bon, ça empêchait de gueule. Donc il m'a tout nettoyé, comme il faut. Mon ami Boris est revenu me voir après. Il a regardé, il a dit: bon, c'est bon, tu peux y aller. C'est lui qui m'a fait le pansement après. Le pansement, c'était du papier de toilette. C'était les barres qu'il y avait. Et il me dit, parce que je lui dis: bon, mais attention, je regarde l'heure, moi. Parce qu'il avait une pendule dans le machin, je dis: mais attention, je vais me rattraper une punition si je ne suis pas à l'heure au retour à la baraque. Et il me dit: t'inquiète pas, tu ne repars pas à ta baraque, tu vas rentrer à l'hôpital. Et l'hôpital, c'était un mouroir. Les gens qui rentraient à l'hôpital, ils ressortaient toujours le pied devant. Alors, ce n'était pas une affaire de rentrer à l'hôpital. Mais il me dit: écoute,
n'aie pas peur, je m'occupe de toi. On m'a dit de m'occuper de toi, je vais m'occuper. Il était en même temps qu'il était infirmier, il s'occupait de la pharmacie. Je suis allé dans la pharmacie, il n'y avait absolument rien dans les étagères, si du papier toilette. Et il m'a dit, voilà, je t'ai installé un lit là, et c'est moi qui vais m'occuper de toi. Et l'infirmerie avait fait une chose aussi, parce qu'au début, quand on est arrivé, quand il y avait des morts, les morts, il fallait les présenter à la place d'appel. C'est-à-dire qu'il fallait prendre les morts et les amener sur la place d'appel. Et après, ça avait été changé, je sais pas, c'est la lubie d'un chef de camp sans doute. Après, ils n'avaient pas besoin. Mais quand déclarer les morts, au lieu de le déclarer le matin, parce que c'était pratiquement toutes les nuits qu'il y avait des morts, ils attendaient l'après-midi pour les déclarer. Pourquoi? Parce que ça leur permettait d'avoir des rations supplémentaires de ceux qui étaient morts. Et ces rations supplémentaires, ils pouvaient les distribuer aux plus déficients. Donc c'était aussi une solidarité. Elle était un peu bizarre, mais c'était une solidarité quand même. Ça s'est certainement sauvé. Moi j'ai vu un docteur, qui s'appelait le docteur Chrétien, qui est mort d'ailleurs après, parce qu'il avait attrapé la tuberculose dans le camp, pleurer, parce qu'en soignant les malades, il dit il faudrait simplement un truc qu'on trouve dans toutes les pharmacies qui est courant. Pour le sauver, on ne l'a même pas. Et c'est vrai, il ne l'avait pas. Donc il y a beaucoup de gens qui sont morts faute de soins, mais pas par la faute des docteurs, mais parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les soigner. Et voilà comment c'est passé. Je suis resté pendant presque 2 mois. 2 mois d'hiver, c'était quand même une chance, l'hiver. Parce que mon camarade Boris Hervin, au lieu de me faire guérir la plaie, tous les jours il grattait un peu, que s'il y avait un contrôle, je puisse voir que je n'étais pas guéri. Ça m'a permis comme ça. Mais un jour, il y a une épidémie de typhus qu'ils avaient eux-mêmes inoculé, attention, pour faire des essais, à Dachau, mais ça avait pris des proportions tellement grandes, qu'ils sont venus chercher tous les docteurs français, c'était les meilleurs, paraît-il, pour essayer d'enrayer. Donc, il n'y avait plus nos docteurs chéris, là, et on avait nommé comme docteurs, c'était des docteurs, je crois qu'ils étaient docteurs quand même, des Grecs, parce qu'ils ne travaillaient pas, ils étaient là. Et ce monsieur, quand il avait m'appelé, il a foutu un tas de poudre là-dessus, le lendemain, pratiquement, tout était sec. Alors, bon, j'avais beau cacher, mais j'étais pratiquement guéri. Et puis, mon camarade revient de Dachau, l'épidémie s'était entrée, et puis je lui dis, Boris, regarde ma main. Ah ben, il m'a dit, qui c'est qui t'a fait ça? Ben, je lui dis, eh ben, mon vieux, bon, écoute, tu vas garder le pansement, tu vas garder les doigts comme ça, et si l'allemand, parce que ce n'était pas des docteurs qui venaient regarder si on était guéri ou pas, c'était un tête quelconque, il lui dit, tu essaieras de tenir la main, s'il essaye de te l'ouvrir, tu résistes un petit peu, et puis ça peut gagner encore quelques jours. Mais ça n'a pas marché, quoi. Alors j'ai été condamné, on m'a traité de tout, de feignant, tout ça en allemand, je m'en foutais, je ne comprenais pas. Et puis on me condamne à 15 jours de Strafarbeit. Strafarbeit, c'est-à-dire, c'est des travaux forcés, c'est-à-dire qu'après le chantier, on venait, il y avait un type qui s'appelait Otto, une espèce de brute finie, qui commandait avec un manche de pioche, et il nous faisait faire de la pelote, alors on courait, ou alors on prenait des briques de là pour les poser là, quand elles étaient là, on prenait pour les poser là, uniquement pour faire des travaux complètement inutiles. Mais je l'ai fait qu'une fois, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on m'a envoyé dans un commando, parce que c'était le besoin de la cause, il y avait le jardin des SS, il y avait tout à replanter, à repiquer. Et on m'a envoyé là, j'étais le seul Français d'ailleurs parmi les Italiens et des Russes, pour repiquer les poireaux, les salades et tout ça. J'en mangeais plus que j'en repiquais. J'en mettais dans le caleçon pour emmener pour les copains. Et puis un jour, un soir, il y avait le SS qui était en train de faire la peine au moment de rentrer. Il y en a un, il avait mal attaché parce que
On avait des caleçons. Les caleçons, il y avait un lacet au bout qu'on nouait pour les fermer un peu. Comme ça, on pouvait mettre quelque chose là-dedans. Et puis, il avait mal attaché son truc, le lacet s'est défait. Au moment où le SS faisait l'appel, voilà les légumes qui sortent de son pantalon. Alors, évidemment, ça a été la bataille. Il nous a tous fait déshabiller, et bien sûr, tout j'en Et les soldats qui nous gardaient, les sentinelles qui nous gardaient, c'était plus les Allemands. C'était des gars, c'était des prisonniers de guerre. Il y avait des Yougoslaves, il y avait des Slovènes qui s'étaient portés volontaires parce que ça les enlevait du camp, quoi. Et j'étais habillé en allemand, mais ce n'étaient pas des Allemands. Parce qu'il y avait toujours un capot, 4 sentinelles qui se mettaient aux 4 coins du commando. Et donc, ce jour-là, le SS, il hurlait contre nous, et puis sabotage, sabotage et sabotage, c'était la pendaison. Alors quand on a entendu prononcer ce mot-là, sabotage, on a dit, ben ça y est, on est... Finalement, on n'a rien eu. Le lendemain, on n'était plus dans ce commando. On m'a envoyé à la gare de Munich. La gare de Munich était bombardée pratiquement tous les jours. Et comme il y avait encore des trains militaires qui passaient, il fallait tous les jours aller remettre des voies en état, de manière que les trains puissent continuer. Et c'était une misère, on traversait tous les jours, on traversait une partie de Munich, et on voyait ces maisons complètement démolies, il n'y avait rien. On voyait des pans de murs, avec un lit qui restait sur un coin de plancher qui avait résisté, enfin. Et ça faisait mal au cœur, même quand on était prisonnier, ça faisait mal au cœur de voir une ville comme ça, quoi. Et tous les jours on changeait, parce qu'il y avait des bombardements toutes les nuits, et tous les jours on changeait de parcours et on voyait que Munich avait été complètement démolie. Et à la gare de Munich, eh bien, avec les forces qu'on avait, il fallait mettre des traverses et porter des rails et tout ça. Alors évidemment, il y avait du monde. Et, là où il y avait fallu une douzaine de bonhommes, on était bien 24, même 36. Ça ne coûtait pas cher la main d'œuvre. Alors ils pouvaient en mettre. Donc pendant 3 semaines, j'ai fait que ça. Ce qui était drôle, c'était que quand il y avait une alerte à la bombe, c'est-à-dire une alerte à l'aviation, quoi, on allait se cacher dans les caves des brasseries. La gare de Munich est entourée de brasseries, la place de la gare. Et on allait là. Et on buvait de l'eau, ça, jusqu'au dernier jour. C'était le 24 avril. On va encore là pour une invasion. Et les gens qui travaillaient là-dedans, c'était les prisonniers russes. Et on demande à boire, on demande de l'eau. Et au demande de nous donner de l'eau, ils nous ont donné de la bière. Avec le ventre vide devant de la bière, on était tous alors on chantait la Marseillaise, on chantait tout. Il y avait les pauvres soldats qui nous gardaient, c'était fou. Ils disaient, si le SS vient, on va être fusillé. Mais nous, ça nous faisait rire tout ça. Et voilà comment ça finit. On arrive au camp, on ne sait rien, on se couche le soir, et le lendemain, je me réveille, il faisait jour. Alors qu'on se levait à 5 heures, il faisait encore nuit. J'ai dit, ça y est, moi j'ai cru que j'étais tout seul. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais prendre? Parce que un gars qui loupait le commando, je préfère vous dire que c'était la plus petite punition, c'était 25 coups de schlag sur les fesses. Et vous savez comment ça se passait? Sur la place d'appel, en face, on était tous alignés. En face, il y avait tous les SS qui étaient là. On mettait des tables. Le gars, on allongeait le gars sur la table, on lui baissait le pantalon, on mettait la schlag à un autre gars, ça pouvait être son fils, ça pouvait être son père, ça pouvait être son ami, on lui disait c'est toi qui tapes. Il fallait qu'il tombe les coups. Et s'il tapait pas assez fort, c'était lui qui se faisait rosser. Alors le gars, il mettait tout son cœur. Moi j'ai un camarade de Limoges qui était passé, je vous dire que quand il a reçu les 24 coups, il avait les fesses, on aurait dit de la confiture de mûre.
tellement que c'était assuré par les coups. Donc voilà comment ça se passait. Alors la punition la plus grave pour sabotage, c'était la pendaison. Et on assistait à 3 pendaisons. En rentrant le soir, on le voyait quand on arrivait en passant place d'appel, il y avait des potences qui étaient drossées. Bon, ça avait là-bas. La première fois, c'était 2 Russes et un Italien. La deuxième fois, c'était un Russe et un Slovène. Et la troisième fois, c'était un Ukrainien et un Russe. Il y avait toujours un Russe. Alors, il lisait la sentence. Pourquoi? Sabotage, c'était toujours sabotage de toute façon. Et puis, on le mettait sous la potence. Il va se baiser la tour de cou, et puis il y avait un soldat allemand qui tirait la trappe pour comment se passer. Alors il fallait défiler devant lui, devant les corps, il ne fallait pas les regarder. En passant devant eux, il fallait faire tourner la tête. Parce qu'on les avait regardés, ça aurait pu être considéré comme non-honneur, quoi. Alors il fallait tourner la tête. Et voilà un peu comment ça se passait. Tout ça, ça a duré, et puis je vous dis, un matin, je me réveille, j'ai très peur d'abord, et puis je passe la main sur le chalet d'en dessous, et je sens qu'il y avait un copain qui était là aussi. Je passe la main sur le chalet d'en dessous, je vois qu'il y avait un copain qui était là, ah ben je dis, c'est pas bon. Mais celui qui était au-dessus de moi faisait partie de la direction clandestine du camp, c'est-à-dire on avait formé une espèce une direction en cas où soit de libération, que les Allemands partent, il fallait quand même qu'il y ait une organisation dans le camp. Donc il y avait un massin qui était formé comme ça, et le copain qui était en dessus faisait partie de cette direction. Donc je le réveille, j'ai dit Pierre, regarde. Je réveille lui comme un machin parce qu'on ne dormait jamais assez, donc on est tombé toujours de sommeil. Et puis il dit bon, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit j'en sais rien, mais. Alors comme il faisait passer, il dit bon, que personne ne bouge, moi je vais aux informations, je vais voir les autres camarades du comité et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et on apprend que tous les Allemands avaient quitté le camp, en enlevant les capots. Donc, on était pratiquement libre. Mais le comité directeur nous dit, écoutez, surtout ne bougez pas, parce que s'ils s'entournent, ils sont pas loin du camp, autour du camp, ils attendent que vous fassiez une manifestation quelconque, et puis ils vont mettre des batteries en service, et puis ils vont faucher tout le monde. Parce qu'ils l'avaient fait quelques jours avant. Parce que le 27, ils décident, on reçoit un ordre, il fallait que les Russes se mettent à part. En principe, dans les commandos, il y avait des Russes, des Espagnols, de tout. Ça dépendait du travail, c'est tout. Et ce jour-là, ils avaient demandé à ce que les Russes se mettent tous ensemble. Alors on a pensé qu'il y avait un piège, et on a décidé, les Français en premier ont décidé, d'enlever, d'arracher nos écussons, de manière qu'on ne puisse pas, et puis que tout le monde fasse la même chose, pour qu'on ne puisse pas distinguer les Russes d'un Français. Mais le problème, c'est qu'il y avait les chefs de baraque, il y avait les chefs de commando, qui connaissaient leurs gars. Alors qu'ils allaient les chercher, toi t'es russe, toi t'es russe, toi t'es russe. Donc ça a servi pratiquement à rien, à part quelques-uns qui ont été sauvés quand même. On les a menés, ils ont fait une dizaine de kilomètres à pied. À un moment donné, on leur a dit, bon maintenant vous êtes libres. On les a laissés partir, et puis les mitrailleuses ont tout coché. Et il y avait un infirmier, l'infirmier justement qui m'avait foutu une coup de balle, qui a réussi à s'échapper, et comme il n'avait pas d'autre ressources, il est revenu au camp. Et c'est lui qui nous a avertis. Donc avertis de ça, évidemment, nos camarades ont dit, pas de manifestation, tant qu'on n'est pas sûr que les Allemands sont au courant. Et voilà comment ça s'est passé.
Mais, je vous dis, il y a eu 3 parts des hommes, c'est-à-dire on a vu 6 gars pendus. Il y en avait un, il a été pendu le 1er mai, après le 2 mai, parce que le 1er mai, il est allé, il avait le culot de le faire, il est allé dans l'atelier, il a coupé le courant, complètement. Donc les machines se sont arrêtées. Mais voilà, malheureusement, il a été pris. Et voilà comment c'est passé. Mais vous savez, quand on est parti une baisse, on a laissé derrière nous 50 camarades. 50 camarades qui avaient été considérés comme des têtes un peu folles, que c'était eux qui avaient manigancé l'opération de l'évasion. Alors on les a enlevés et on les a menés à la prison de Blois, qui est une prison modèle. Et ces gars-là sont partis dans un convoi qui est parti de Compiègne 15 jours après nous. Convoi qui est parti, nous on est partis le 18 juin et eux sont partis le 2 juillet. De Compiègne à Reims, il y avait déjà 60 morts qui ont été enterrés sur le bord de la voie à Reims, la gare marchandise. Et quand le convoi est arrivé à Dachau, il y avait 835 morts dans le convoi. La soif, c'était des gars pas comme nous, ça faisait 11 mois qu'on était ensemble, on avait une solidarité, on se connaissait tous. Mais là, c'était un convoi qui a été formé de gens raflés dans la dernière maison des prisons qui vidaient, quoi. Donc ils ne se connaissaient pas. Il n'y avait pas cette solidarité entre eux. Donc la soif les a rendus fous. Ils se sont tués. Et puis comme ils criaient beaucoup, les SS en ont tué beaucoup en tirant à travers la paroi du wagon, tellement bien, je dis qu'il y avait 835 morts à l'arrivée à Dachau. Et il y avait un camarade qui raconte l'histoire, qui m'a raconté son histoire. À un moment donné, il a un copain, il parle avec un copain, puis il lui dit son mari bien un coup, il se retourne, et puis il lui parle, mais l'autre ne répond pas. Alors il veut le secouer pour que le type tombe, il est mort. Bon, ben voilà. Alors, tout ça, attendez, je vais finir quand même, parce qu'il faut aller quand même jusqu'au beau jour. Le 28 avril, on n'a donc personne, et puis nos camarades ont fait les tours du camp un peu partout pour voir s'il n'y avait pas de SS caché, et on n'a rien vu, donc on a pu sortir, et puis... mais on était... Et le 30 août, à Dachau a été libéré le 29 avril, et nous le 30 avril. Et le 30 avril, on entend déjà le canon qui sonne un peu partout, les coups de feu et tout. Et on est au grillage en train de voir de surveiller, puis on a vu les Américains arriver, quoi. Et on a dit c'est bon. Mais malheureusement, les Américains ne nous ont rien donné. Ils n'ont pas donné de ravitaillement. On a dû vivre avec les ravitaillements qui restaient parce que quand les Allemands sont partis, ils ne sont pas partis sans rien parce qu'ils ne savaient pas où ils allaient se mettre de toute façon. Donc ils avaient amené une partie du ravitaillement, c'est-à-dire que les rations qu'on avait avec les Allemands, il a fallu encore les diminuer pour dire on ne sait pas combien de temps là, il faut tenir. C'était les docteurs qui s'occupaient de ça, donc je crois qu'ils faisaient ce qu'ils devaient faire. Et puis, ils nous ont gardés quand même jusqu'à la fin du mois de mai. Le 18 mai, il y a le général Leclerc qui passait, tout seul, qui est venu nous voir. Alors, il nous a posé la question, on ne pouvait pas répondre, comment ça se fait que vous n'êtes pas libérés? Parce qu'attention, on était gardés exactement par les Américains comme on avait été gardés par les Allemands. Ils étaient dans les miradors, ils étaient à la porte, ils étaient partout. Et on dit à Leclerc, comment voulez-vous qu'on le sache, nous demandez ça à vos amis américains, pas nous on peut dire. Alors, d'abord, il nous fait un petit discours, un bon militaire. Garde à vous, vous êtes des soldats. Bon, tout le monde s'est mis au garde à vous. On a chanté la Marseillaise pour lui faire plaisir, bien sûr.
Et puis il nous dit, écoutez, bon, je vais rejoindre mon état-major. Si dans 8 jours, les Américains ne sont pas libérés, je viens moi avec mes camions et je vous libère. Et en fait, c'est de Tassigny qui était à Reichenau, qui avait ses quartiers généraux à Reichenau, près du lac de Constance. C'est lui qui est venu avec ses camions qui nous a emmenés. Alors, moi je faisais 32 kilos. 32 kilos. Quand je suis passé sur la bascule des Américains, parce que le service sanitaire tout de suite était venu pour éviter qu'on ait des maladies. On était blancs comme des meuniers parce qu'ils nous faisaient la DDT. Partout où on passait, on recevait des coups de pompe de DDT. Enfin, c'était certainement utile. Et puis voilà, c'est de l'âtre de Tassigny qui est venu. Alors ils avaient, à Dachau, c'était une ville, c'était le petit Nice pour les pontes du régime. Près du lac de Constance, mais c'est beau le coin. Il avait fait évacuer toute la population, il était passé avec la radio, on vous donne 30 minutes pour préparer un petit bagage, pas plus de 10 kilos. Et vous montez dans les cars, ils les ont emmenés, ils les ont lâchés en pleine ville, dans des grandes villes autour. Et nous, on est arrivés là, et on prenait les maisons que les Allemands avaient visitées. Et moi, j'ai atterri dans une petite maison de pêcheurs, il y avait des filets partout, il y avait un petit jardin, il y avait un poulailler, il y avait des lapins, il y avait tout. Et puis on arrive là, 4 copains que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas de mon même groupe. Et on s'est installé là. Alors le midi, il passait avec les cartes parce qu'il fallait aller manger, parce qu'il faisait des repas en fonction de notre état. Parce que manger trop, c'est pas bon. On a eu plus de mortalité d'ailleurs une fois parce que on a dit il y a des réserves de vivres qui sont placées à l'usine BMW. On est allé les chercher, mais c'était que la charcuterie. Et les docteurs nous ont dit si vous pouvez manger ça, mais partagez une boîte comme ça à 4. Mais la faim n'a pas d'oreille. Donc on a mangé tout et on a eu énormément de mortalité à ce moment-là. Alors quand on est arrivé à Reichenau, je vous dis, c'était le midi. Mais le soir, on était libre. Alors nous, comme il y avait des lapins, des poulets, ben, tous les soirs, on n'allait pas les laisser mourir de faim, ces pauvres bêtes. Mais on s'amusait une. Alors comme on était 4 de régions différentes, chacun faisait des plats de sa région, et on mangeait bien. Quoi. Tellement bien d'ailleurs que quand je suis rentré en France, on n'aurait pas dit en déporté, parce que quand on marche trop vite comme ça, on fait une rétention d'eau. C'est-à-dire qu'on aurait dit un bébé quand je suis rentré en France. J'avais des belles joues, j'étais tout complet partout. Tellement bien que quand j'arrive chez moi, vous savez, j'arrive chez moi, à la gare de Souillac, il y avait un comité d'accueil, dont j'avais un oncle qui se servait de là. Attendez, dans le train, je rencontre une jeune fille, qui était dans un village à côté de chez moi, qui elle, ça faisait 3 ans qu'elle avait été dans un camp, Ravensbrück. Et on me parle de ce qu'elle avait subi, de ce qu'elle avait subi, on parle de tout, jusqu'à arriver à Souillac. Quand on arrive là, qu'on va au comité de réception, on commence à me dire, Jean, si tu étais arrivé hier, il y avait le maire, il y avait la fanfare, tout qui était venu pour te recevoir. Alors pourquoi je n'étais pas venu la veille? C'est parce que à l'hôtel du Tessia, j'attends mon titre de transport pour entrer, et puis j'entends mon nom, on me demande Jean Laforie à l'accueil. Si personne ne me connaît à Paris, je ne vois pas qui c'est qui peut venir. Donc je vais voir. Mais c'était un juif, qui s'appelait Ariébi, que j'avais sauvé. Vous savez qu'il y a une période, après la rafle du Veldiv, les hôtels n'avaient pas le droit de loger un juif. On n'avait pas le droit de les embaucher. Enfin, ils étaient à la rue, et puis... Et moi, je cherchais, pour l'entreprise où je travaillais, je cherchais un secrétaire. Parce que c'était mon oncle qui était chef de chantier, mais le pauvre, il n'avait pas été à l'école souvent, donc il avait besoin de quelqu'un pour les papiers. Et le directeur de la société me dit,
c'est moi qui avais trouvé tout personnel. Je touchais un billet de 5 € chaque fois que je trouvais un homme à embaucher. On n'en trouvait pas, tout le monde était prisonnier. Et donc, je vais voir ce gars-là, on me raconte l'histoire de ce gars-là à moitié, quand on me dit il est foutu dehors de l'hôtel, parce que la femme de l'hôtel n'a pas le droit de le loger. Alors je vais le voir tout hasard, et puis je lui dis, voilà, monsieur, je cherche quelqu'un pour faire de secrétaire. Mais il me dit, mais vous savez bien que vous n'avez pas le droit de m'embaucher. J'ai dit, écoutez, j'en fais mon affaire, vous voulez travailler? Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis je le présente donc à mon oncle qui était chef de chantier, puis on va savoir, vous êtes un juif, moi j'avais promis de lui faire des papiers en falsifiant que son oncle, je ne vois pas peu. Et il ne savait pas où loger. Moi j'avais une grand-mère, j'étais habité chez ma grand-mère, qui avait une chambre qui pouvait lui mettre à l'abri, et en plus il n'était pas obligé de passer en ville, il y avait un petit chemin qui partait du chantier jusqu'à la maison de ma grand-mère, en longeant la voie, où il pouvait entrer, ma grand-mère pouvait le nourrir. C'était une ancienne cuisinière. Mais il n'a pas voulu parce qu'il avait peur quand même. Alors il a demandé à ce qu'on lui installe un chalit dans le bureau. Et il a dormi là. Et puis c'est mon oncle qui lui a amené le ravitaillement qu'il avait besoin pour manger. Et voilà, c'est ce gars-là que j'avais retrouvé à l'hôtel et qui a dit, attends Jean, je vais te garder une journée quand même, on se connaît et tout. On ne se connaissait pas tellement, mais enfin. Et il m'a promené dans toute sa famille. Et il avait 17 personnes de sa famille qui n'étaient pas revenues, qui étaient mortes dans les camps. Voilà. Et voilà pourquoi je suis arrêté avec un jour de retard à Figac. Et la fille avec laquelle j'avais parlé, je dis à mon oncle en arrivant, cette demoiselle, elle est de Saint-Denis-près-Martel, il faut trouver un moyen de l'amener chez elle. Il dit on s'en occupe. Donc ils ont téléphoné pour avoir un taxi qui vient de là-bas chercher. Mais le taxi est arrivé avec sa mère. Et sa mère, vous la croyez morte depuis longtemps, depuis 3 ans qu'elle n'avait pas vu. Et puis elle ne savait même pas elle savait qu'elle était arrêtée, c'est tout. Et donc, quand elle voit sa mère et le type de la vie, elle a perdu la tête. Elle s'est bien raconté des tas de trucs qui avaient du qualité, quoi. Elle a perdu la raison. Je pense que c'est revenu après quand même. Malheureusement, je l'ai revenu. Mais voilà. Et moi, mon oncle me dit, Jean, il y a un taxi aussi pour toi. Ah, j'ai dit non. Moi, je veux descendre l'avenue de la Gare à pied. Je veux voir les arbres, je veux entendre les oiseaux chanter. Et je suis descendu. Et en descendant, je me suis mis à chanter le chant des marais. Mais le dernier couplet, quoi. Aux terres d'enfants libres, où nous devons revivre en paix, aimer. Voilà, voilà maintenant.